C'est bizarre, c'est bizarre. Coucou tout le monde. J'entends rien, oui, c'est normal. J'avais enlevé l'audio. Si j'étais en train de papoter, et il y a des choses que je ne dis pas sur les réseaux sociaux. C'est ma vie privée. C'est pour ça que j'avais mis en muet. Ça va? Comment vous allez les collègues? Attendez, je vous laisse tapoter, je vais partager du coup. Coucou Paz, merci beaucoup pour le soutien. Coucou Isaac. Alors je le partage au groupe. Il faut que j'envoie des messages. J'ai déjà mis là, il faut que j'envoie un message. J'ai déjà mis là. Pas que j'oublie. Coucou Elma. Coucou Elodie, est-ce que ça va mieux? Oui, ça va mieux. Toujours prise à l'oreille. Ça prend du temps, hein. Mais ça va mieux. Coucou Angeliso, comment vas-tu? Coucou Samira. Coucou Isaac. Alors je tiens à vous prévenir, je suis sourde d'une oreille, donc l'oreille gauche, j'ai une otite de l'oreille droite, j'entends très mal, donc de toute façon il n'y a que moi qui parle, mais du coup j'ai tendance à lever la voix, donc si je vais un peu trop fort au niveau de mon intonation de voix, je vous invite à diminuer le son. Voilà. Tu fais quoi comme live aujourd'hui? Révision, quand je me connecte le soir c'est des révisions. Coucou Citratin, comment vas-tu? Coucou Héloïse, vas-tu? Oh, vous êtes mignon, mignonne. Ben, ça va mieux, ça va mieux. Et je suis toujours sourde. Il y a l'oreille sourde et l'autre oreille qui est prise. C'est... Voilà, c'est compliqué. C'est le sujet, c'était quoi le sujet que je voulais vous faire montrer aujourd'hui? Respiratoire, pneumo, tuberculose, insuffisance, mucoviscidose, c'est peut-être un peu trop pour vous. On va commencer. Il y a une mouche chez moi. Il faut que je me la fasse. J'espère que tu vas mieux. Oui, ça va mieux. Merci les collègues. Coucou Annie. Je regarde un petit peu ce qu'on va voir ensemble. La BBC, on avait vu l'asthme, pneumonie, traitement, oxygénothérapie, on en a parlé. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre que je peux vous faire? Pharynx. Je sais pas si je vous fais... Je regarde, hein, je vous laisse tapoter. Je regarde juste qu'est-ce que je peux vous faire aujourd'hui. Perfusion qui sonne, roulette soignant, chute dans la chambre, rougeur au niveau du sacrum, refus de traitement, malaise diabétique, douleur exprimée, chymose observée, refus alimentaire, tension basse, coupure, ça a l'air d'être pas mal, c'est pas trop avancé non plus. On parle aussi de la confidentialité, le consentement. Ça a l'air d'être pas mal. On peut prendre un petit peu de ça. Je ne veux pas aller trop loin avec vous non plus. Je vais vous prendre ça. Alors, coucou Vivi, merci beaucoup pour le soutien, collègues. Allez, aujourd'hui, c'est révision. Je vous invite à tapoter. On va travailler le roulette soignant s'il y a des personnes en IFSI. Vous pouvez y participer également.
En fonction du timing, j'aimerais bien voir le rôle aide-soignant avec vous, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Des petits éléments du cours. La semaine dernière, nous avons vu un peu l'appareil cardiovasculaire. Cette semaine, je voulais voir avec vous l'appareil respiratoire. Je voulais aussi vous montrer une vidéo. Le truc, c'est que je peux pas utiliser mon écran. Simplement ma tablette et je suis qu'à 29%, donc je vais peut-être la charger et comme ça on fera un QCM, voilà, si on a le temps. Bonsoir, demain j'ai évaluation module 5, ça va bien se passer, ne te couche pas trop tard. Voilà, si vous êtes prêts pour les révisions, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de dire OK en commentaire. Si vous voulez pas, voilà, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est un live de révision. Quand je me connecte le soir, c'est comme ça. Je vous invite à tapoter, mais dès qu'on commence, si ça bug pas la peine de tapoter. Moi, ça me fait rien. Si on est en petit comité, on est en petit comité. Le principal, c'est juste de relancer au début le live et qu'après, vous vous concentrez et juste, voilà, si ça bug, vous tapotez. Je suis désolée si c'est flou chez moi. Je suis pas influenceuse. J'ai un vieux téléphone. Oui, je suis en mode cosmonaute, donc inutile de me chambrer. De toute façon, moi, je suis pas là pour me montrer. La seule chose, c'est pour vous donner et vous transmettre des éléments. D'ailleurs, vous pouvez le voir, je suis en mode pilou-pilou et je m'en fous du reste. Voilà. Donc, c'est OK pour Vivi. Vivi, elle veut travailler. Épiphanie veut travailler. Samira veut travailler. Maman Grace veut aussi. Annie, Ludivine, OK. C'est tout? Coucou Jennifer, il y a que 5-6 personnes qui veulent travailler ce soir. Christine, OK. Lovely Corn, OK. Tika, OK. Paz, OK. On est d'accord. OK pour Léandre. OK pour Sexy Lady. Lydia, OK. Ça marche. Tid, Asia, OK. OK, on est parti. Je vous invite à prendre une feuille et un stylo. Et c'est parti. On va commencer. Juste une chose, je vais juste demander quelque chose à ma fille, 2 secondes et j'arrive. Voilà, c'est bon pour moi. Je vais demander le chercheur à ma fille. C'est pourquoi exactement j'arrive en cours de route. On va réviser. Pareil, j'ai pas compris. On va réviser. Cathy, bonsoir. On révise. Allez, feuille, stylo. On révise. Ou soit je vous fais écouter la vidéo. Je vous fais écouter la vidéo. Je suis sourde et quand je suis dans cet état-là, c'est compliqué pour moi. Allez, hop. Louise Margotto. Héloïse Margotto. C'est moi. Voilà pour une toute nouvelle vidéo. Et oui, c'est Héloïse Margotto. Et aujourd'hui, nous allons faire un entraînement. Il y a un rôle aide-soignant. Je t'invite à prendre dès à présent une feuille et un stylo, de rester dans un endroit calme pour pouvoir te concentrer au max. Et pourquoi pas un verre d'eau également pour oxygéner ton cerveau. Je t'invite, si ce n'est toujours pas fait, à te munir des fiches de révision que je te donne via la plateforme à 1 €. Ces panoplies de fiches te permettent à la fois de travailler des cas, des QCM et autres afin de faciliter tes révisions. Tu n'as qu'une chose à faire, de cliquer sur le lien qui est sur TikTok ou YouTube et d'aller adhérer à cette fameuse plateforme à 1 €. Il faudra simplement garder le lien de connexion qui te sera envoyé par mail. Des fois, c'est envoyé en spam, donc mettez-le en favori et il faut surtout pas le perdre. Tout au long de l'année, je mettrai pas mal de contenu via cette plateforme
Et donc voilà, si tu n'as toujours pas le livre des 10 modules de synthèse de cours, je t'invite également à te le munir. Si tu le souhaites, il y a le lien aussi qui est disponible sur TikTok et YouTube. Ce livre est réactualisé chaque année avec les élèves d'IFAS afin de te faciliter tes révisions. Il y a des cas cliniques, des QCM, des synthèses de cours et j'en passe. Et si tu souhaites un rendez-vous avec moi pour réviser, il y a des créneaux horaires qui sont disponibles et tu as encore une seule chose à faire, c'est de cliquer sur le lien, soit sur TikTok, soit sur YouTube et de réserver ton créneau horaire. Maintenant, fini de parler et on passe au vif du sujet, les révisions. D'ailleurs, je t'invite à t'abonner et puis à donner de la force au contenu. Tapoter si vous le voyez en live ou bien me mettre un petit pouce vers le haut. Ça me donne un petit peu de force. D'ailleurs, ça me prend énormément de mon temps pour faire ce genre de contenu. Alors, juste une chose, donne-moi de la force, surtout si ça te sert pour tes révisions. Allez, c'est parti. Un patient en gériatrie présente des œdèmes importants. L'infirmière demande d'installer des bandes de contention. La question est-ce que c'est à l'aide-soignant de mettre les bandes de contention? Ok, les collègues. Eh bien non, la pose des bandes. Ça va être compliqué. Alors, est-ce que les bandes de contention, c'est les aides-soignants qui peuvent mettre? Ah ouais, il faut que je sois réactif. Il faut que je sois réactif. Non, vous me dites pourquoi? Pourquoi les aides-soignants ne peuvent pas mettre des bandes de contention? Pourquoi est-ce que les aides-soignants ne peuvent pas mettre des bandes de contention? Bon bah oui, il faut que je sois réactif, faut pas que je m'endorme. Pourquoi les aides-soignants ne peuvent pas? Alors, c'est un acte infirmier. Effectivement, c'est un acte infirmier. Donc, la pose est un acte infirmier. Le rôle de l'AS, c'est de préparer le matériel, aider à l'installation du patient, surveiller la tolérance, la circulation, les douleurs et également de transmettre s'il y a besoin. Effectivement, ne pas confondre avec les bas de contention. Est-ce que les bas, vous les aides-soignants, vous pouvez mettre les bas de contention aux résidents, aux patients? Du coup, est-ce que les bas de contention, vous pouvez les mettre aux patients, aux résidents? Oui, les bas de contention, vous pouvez les mettre, ça fait partie du nouveau référentiel aide-soignant. À ne pas confondre avec les bandes de contention qui sont un acte infirmier. Je sais pertinemment que sur le terrain, vous êtes amené à faire des glissements de tâches. Sauf que, je tiens à préciser, la pose des bandes de contention, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Si vous serrez trop, il y a un risque pour le patient. Si vous ne serrez pas assez, eh bien le problème, c'est qu'il y a un risque aussi pour le patient, le résident. Donc c'est un acte, les IDE sont formés, ont un cours spécifique pour la pose de bande. Si l'infirmier vous le demande, eh bien vous faites rappeler que c'est un acte infirmier. Si l'employeur vous le demande, vous lui dites également que vous n'êtes pas responsable de ces actes et que c'est à lui de mettre des dispositifs pour que les infirmiers puissent le faire. Ou sinon, il n'a qu'à embaucher. Mais ce n'est pas de votre ressort. C'est un acte de responsabilité juridique. S'il y a un problème, l'aide-soignant peut être poursuivi. Allez, hop. C'est un acte infirmier. Le rôle aide-soignant est de préparer le matériel, aider à l'installation du patient, surveiller la tolérance, donc circulation, douleur, et bien évidemment de transmettre. En service de médecine, la perfusion d'un patient se met à sonner avec une alarme rouge. Que fait l'aide-soignant? Ok. En service de médecine, la perfusion d'un patient se met à sonner avec une alarme qui clignote en rouge. La question est, que fait l'aide-soignant? Il prévient l'IDE? Il prévient l'IDE. Est-ce que l'aide-soignant est habilité à toucher à quelque chose au niveau de la perfusion? Dites-moi, est-ce que l'aide-soignant est habilité à toucher à la perfusion? Non. Mais avant de prévenir l'IDE, est-ce qu'elle peut surveiller quelque chose? Très bien. On va observer. C'est pas simplement prévenir les deux. Bien sûr, vous allez l'alerter, mais vous allez aussi surveiller. Très bien.
Attention, l'aide-soignant ne manipule pas la perfusion. Il doit prévenir immédiatement l'infirmier et bien sûr rassurer le patient et s'assurer qu'il n'y a pas de gestes dangereux. Par exemple, tirage sur le cathéter. Tu viens d'être diplômé aide-soignant. On te demande de réaliser une aspiration endotrachéale. Est-ce que c'est autorisé? Allez, je répète. Tu viens d'être aide-soignant, diplômé aide-soignant. On te demande de réaliser une aspiration endotrachéale. Est-ce que tu es autorisé? Tu viens d'être diplômé. On te demande de réaliser une aspiration endotrachéale. Est-ce que tu es autorisé? Alors, je vais faire un petit sondage ici. Hop. Un petit sondage rapide. Oui, je peux. Non, je ne peux pas. Donc oui, le petit bonhomme qui sourit. Non, le bonhomme qui pleure. Oui, le petit bonhomme qui sourit. Non, le bonhomme qui pleure. Oui, le bonhomme qui sourit. Non, le bonhomme qui pleure. Oui, le bonhomme qui sourit. Non, le bonhomme qui pleure. Oui, le bonhomme qui sourit. Non, le bonhomme qui pleure. Tu viens d'être diplômé. On te demande de réaliser une aspiration endotrachéale. Est-ce que c'est autorisé? Oui, le bonhomme qui sourit. Non, le bonhomme qui pleure. Ok, donc c'est mitigé. Alors, est-ce que les personnes qui ont mis oui peuvent me justifier pourquoi vous pouvez? Les personnes qui m'ont dit non, pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous ne pouvez pas? Je vous écoute. Oui, c'est très partagé. Alors, pourquoi oui, pourquoi non? Alors, c'est 23 non et je ne sais plus combien de oui. Alors, parce que la personne a été formée. Cette année, on a le droit. Si pas formée, non. Bonsoir Karine. Oui, c'est dans nos compétences. Alors, attention, attention, attention. Oui, effectivement, ça fait partie du nouveau référentiel. C'est marqué dans les textes. Mais, une fois que vous êtes diplômé, vous ne pouvez pas réaliser cet acte. C'est interdit, car vous devez avoir une formation en interne pour pratiquer cette action. Et bien sûr, cette action sur seulement si c'est cicatrisé. Je vais avoir du mal ce soir. Je vais essayer de me booster. Effectivement, l'aspiration endotrachéale fait partie du nouveau référentiel. Mais attention, il faudra une formation en interne de plusieurs jours pour pouvoir pratiquer cette action. Alors non, la question était non. Après le diplôme, je ne peux pas tout de suite exercer cette action. Il faudra que j'ai une formation en interne pour pouvoir la pratiquer. Madame D est diabétique, elle a les ongles longs. Oui, tu t'apprêtes à les couper. Est-ce autorisé? Ouh, j'ai eu chaud. J'ai eu chaud, je pensais que la réponse, elle allait passer là. Madame D est diabétique, a les ongles longs. Tu t'apprêtes à les couper. Est-ce que c'est autorisé? Alors on me dit non. On me dit surtout pas. Un petit sondage, on me réclame un petit sondage. Allez. Oui, le bonhomme... Alors, démarrer un nouveau sondage. Alors, oui, le bonhomme qui sourit. Non, le bonhomme qui pleure. Oui, le bonhomme qui sourit. Non, le bonhomme qui pleure. Oui, le bonhomme qui sourit. Non, le bonhomme qui pleure. Oui, le bonhomme qui sourit. Non, le bonhomme qui pleure. Madame D est diabétique. Elle a les ongles longs. Tu t'apprêtes à les couper. Est-ce autorisé? Oui, le bonhomme qui sourit. Non, le bonhomme qui pleure. Oui, le bonhomme qui sourit. Non, le bonhomme qui pleure. Je ne sais pas si c'est vraiment utile que je me répète, parce qu'il y a la question. Oui, le bonhomme qui sourit. Non, le bonhomme qui pleure. Oui, le bonhomme qui sourit. Non, le bonhomme qui pleure. Bonsoir tout le monde. Ok, allez, encore 6 secondes. Oui, le bonhomme qui sourit. Non, le bonhomme qui pleure. 2 secondes, 1 seconde. Merci beaucoup, Vivi. Ok, alors,
C'est très bien, puisque la majorité vous avez dit non. Alors pourquoi non? Alors on me dit, et là me dit interdit pour les diabétiques. Merci Vivi pour ton soutien, merci collègue. Pourquoi alors Vivi, c'était qui? Ella m'a dit c'est interdit car il est diabétique. Et ben qu'est-ce que ça pourrait faire qu'il soit diabétique? Pourquoi on coupe pas les ongles d'une personne diabétique? Non, s'il est diabétique, Chris, mais risque de quoi? Alors c'est non. Podologue, oui. Risque de saigner le patient. Exactement, risque d'infection. Très très bien. Alors hop, la réponse était non. Puisqu'il y a un risque de peur, voire même d'infection. Ton rôle, aide-soignant, et l'hygiène uniquement transmettent à l'IDE et au podologue. C'est lui qui va se charger de couper les ongles des mains et des pieds de la résidente ou de la patiente. Patient suivi pour tuberculose. Tu dois entrer dans sa chambre. Quelles précautions prends-tu? Il faut que tu me nommes au moins 3 précautions. Ok, alors là, c'est du sérieux. Un patient est suivi pour tuberculose. Tu dois rentrer dans sa chambre. Quelles précautions vas-tu prendre? Attention, je veux que vous me parlez des 3 principaux, les précautions, hyper importants. Alors, on me dit précautions complémentaires sur blouse. Merci beaucoup, Husser. On parle de FFP, de masque. Précautions standard, vous êtes sûr? Précautions complémentaires, masque, blouse, précautions gouttelettes. Ok, masque, lavage des mains, très très bien, gants, très bien, lavage des mains, savon, eau, savon, chat, très bien, très bien. Ok, on est d'accord, il y a un risque, on ne parle pas de rien là, on parle de la tuberculose. Il faut mettre des précautions complémentaires en place, vous allez le voir après, puisqu'il y a un risque derrière. Mais il va falloir aussi éduquer. Je vais vous laisser la réponse. Précautions complémentaires, isolement respiratoire. Donc cette personne-là doit être en chambre individuelle. Donc idéalement avec ventilation spécifique, c'est-à-dire pression négative si possible. Limiter les déplacements du patient, hormis examen et sortie. Mais bien sûr, celui-ci doit être équipé. Limiter le nombre de visiteurs et leur expliquer les mesures, masque, hygiène des mains, etc. Hygiène des mains rigoureuse pour vous, les aides-soignants, les soignants, avant et chaque soin au chat. Lavage de mains au savon, à l'eau et au savon également. Matériels qui sont dédiés aux patients, donc ça reste en chambre. Thermomètre, stéthoscope, tensiomètre, etc. Désinfection régulière du matériel non jetable. Bien sûr, surveillance de l'état clinique du patient, c'est-à-dire on va surveiller les signes respiratoires, s'il y a présence de toux, expectoration et dyspnée. La fièvre également. Notez la fièvre et l'évolution, donc prise régulière de la température. Surveiller la perte de poids, appétit ou même asthénie. Surveiller l'absorbance du traitement, donc antibiotiques long, donc 6 à 9 mois en moyenne, et observer les effets secondaires du traitement. Et ça, c'est le rôle aide-soignant. Le rôle relationnel et éducatif, vous avez un rôle important. Donc, il faut informer le patient sur la maladie, sur les règles d'hygiène. La toux, éternuement, mouchoir, jeter les mouchoirs, se laver les mains régulièrement. Ça, c'est un rôle éducatif et informatif. Expliquer l'importance du traitement, le rassurer. Voilà, l'éduquer à la contagiosité de sa maladie. Alerter l'IDE, le médecin, en cas d'aggravation respiratoire, fièvre persistante. Et bien sûr, à noter, hémosthésie que j'ai noté là sur l'écran. Participer à la traçabilité, collaborer avec l'hygiéniste s'il y a présence dans le service, prévenir et protéger. Eh bien, toujours, transmettre, ça c'est une évidence. Toujours mettre son masque avant d'entrer, éviter tout contact rapproché inutile, ne pas manger, boire, ni se toucher le visage dans la chambre, respecter bien sûr les procédures d'élimination des déchets, DASRI, mouchoirs, pansements, protection et j'en passe. Et bien évidemment, aérer la chambre si le protocole et l'infrastructure le permettent.
En pédiatrie, une jeune patiente atteinte de mucoviscidose a des crachats épais, expectoration, fatigue, asthénie, perte de poids. Quel point surveilles-tu, toi, en tant qu'aide-soignant? Ah, ok. En pédiatrie, une jeune patiente est atteinte de mucoviscidose. Attention, à des crachats épais, fatigue, perte de poids. Quel point surveilles-tu? En pédiatrie, une jeune patiente atteinte de mucoviscidose a des crachats épais, donc expectoration, fatigue, asthénie, perte de poids. Quel point surveilles-tu? Paramètres vitaux, la nutrition, l'hydratation, l'alimentation, très bien. L'IMC, je surveille son alimentation, très bien. La saturation seulement? Saturation, l'alimentation, hydratation, l'O2, paramètres vitaux, son poids, oui. Merci beaucoup. La surveillance au niveau de l'expectoration, qu'est-ce que je surveille? On dit que celle-ci crache, donc expectoration. En fait, je voulais aussi vous faire travailler les termes. Crachat, expector, asthénie, fatigue. Je vérifie quoi là? On dit que c'est épais, mais j'ai des surveillances quand même à faire là. La quantité, oui. Je vérifie la fièvre, très bien ça. La couleur, très bien. La température, pour les crachats, la quantité, couleur, la texture, l'aspect, hein. L'aspect, très bien. Surveiller la couleur, très bien, très bien. Très bien, ok. C'est un peu long ça. Tu auras beaucoup de rôles aides-soignants. Écoutez bien. Je peux les écrire ici puisque c'est énormément long. Mais je vais t'en dire quelques-uns. Donc, tu vas observer la quantité, la couleur et la viscosité des crachats, l'expectoration. Tu vas repérer les signes de détresse respiratoire, c'est-à-dire la dyspnée, tirage, cyanose, polypnée. Tu vas également surveiller la saturation en oxygène. Ça, c'est très important. Notez la toux. Mais quand tu vas noter la toux, tu vas noter la fréquence, l'efficacité et aussi l'épuisement. Tu vas repérer aussi la présence de fièvre parce qu'attention, ça peut être un signe d'infection pulmonaire. Tu vas favoriser l'installation demi-assise voire assise et surtout qu'elle soit confortablement bien installée pour favoriser l'expectoration. Tu peux lui proposer également un lavage de nez au sérum physiologique. Prévoir un crachoir, mouchoir jetable, à portée de main et pourquoi pas un sac pour qu'elle puisse jeter ses mouchoirs. Ou des fois un haricot. Favoriser l'hydratation. Alors, il y a des aides aussi aux soins spécifiques en collaboration avec l'IDE et kiné, surtout pour ces types de personnes souffrant de cette maladie. Tu peux aider à la mise en place de la kinésithérapie respiratoire, donc préparer la chambre, assurer la patiente. Tu peux aussi encourager la patiente à tousser, à cracher après les séances. Vérifier aussi que le nébuliseur est prêt et propre. Précaution d'hygiène. Je vais avancer. En gros, votre rôle là, c'est parce que j'ai englobé. Si vous voulez voir cette vidéo, elle sera sur YouTube. Là, votre rôle au niveau de cette situation, effectivement, vous allez observer son alimentation, son poids, son IMC. Vous allez également collaborer avec la diète et prise de poids régulière. Pour cette personne mucoviscidose, il faudra faire très attention à la fièvre. D'accord, risque d'infection, mais également la saturation, c'est hyper important. Donc les paramètres vitaux ici, elles sont primordiales. Il faudra également faire attention que l'hygiène soit bien respectée. Cette personne est fragile, donc on fait très attention, même le corps médical, quand on rentre dans la chambre ou les visiteurs, il faut les éduquer. C'est pas, voilà, c'est vraiment une maladie qui nécessite un strict protocole d'hygiène. On fait hyper attention à ça. On est en service pédiatrique, donc c'est une jeune patiente. Donc celle-ci, elle a besoin d'être rassurée, elle a besoin d'être écoutée, elle a besoin aussi de savoir ce qui se passe, d'accord, avec des termes simples mais efficaces. On veut aussi être sûr qu'elle ait bien compris. On fait aussi le relais entre la famille et l'enfant. D'accord? Donc, je vais avancer. Si vous voulez voir ça, ce passage-là, vous allez l'avoir sur YouTube. J'avance un peu parce que c'est long et on voit autre chose après. Nasal, Alors, attendez. Regardez pas la réponse. Fermez les yeux.
Fermez-moi ces yeux. Quels sont les organes de l'appareil respiratoire? Ok, dites-moi quels sont les organes de l'appareil respiratoire. Je répète, il y a l'écriture en même temps. Quels sont les différents organes de l'appareil respiratoire? Si vous pouvez mettre tout en même temps, dans le commentaire, c'est bien, plutôt que bout à bout. Alors, les poumons, oui, et encore. Les organes de l'appareil respiratoire. Ok, les fosses nasales, bronches, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, quels sont les différents organes de l'appareil respiratoire? Le cœur, hein? On me dit le cœur, le nez, ok, la trachée, oui, pharynx, larynx, poumon, fosse nasale, oui, trachée. Sur YouTube, révision aide-soignante 2.0. Ah, très bonne question, je vais faire un sondage, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se trompent. Je vais le faire après, parce que alors du coup, vous allez... Alors, quels sont les organes de l'appareil respiratoire? Je vous écoute, merci beaucoup Gwen. Alors, hop, je vais faire un petit sondage avant de vous donner la réponse. Pof. Un petit sondage. Est-ce que l'œsophage fait partie de l'appareil respiratoire? Oui, le bonhomme qui sourit. Non, le bonhomme qui pleure. Est-ce que l'œsophage fait partie de l'appareil respiratoire? Oui, le bonhomme qui sourit. Non, le bonhomme qui pleure. Est-ce que l'œsophage fait partie de l'appareil respiratoire? Oui, le bonhomme qui sourit. Non, le bonhomme qui pleure. Oh, merci beaucoup, que c'est mignon le coquillage. Merci beaucoup, collègue. Est-ce que l'œsophage fait partie de l'appareil respiratoire? Oui, le bonhomme qui sourit. Non, le bonhomme qui pleure. Est-ce que l'œsophage fait partie de l'appareil respiratoire? Oui, le bonhomme qui sourit. Non, le bonhomme qui pleure. Est-ce que l'œsophage fait partie de l'appareil respiratoire? Oui, le bonhomme qui sourit. Non, le bonhomme qui pleure. J'ai plus de souffle. Ok. Alors, beaucoup de personnes me disent que non. Et je valide, ça ne fait pas partie de l'appareil respiratoire. Mais du coup, vu que ça fait pas partie de l'appareil respiratoire, l'œsophage, ça fait partie de quel autre appareil? Je vous écoute. Si l'œsophage ne fait pas partie de l'appareil respiratoire, ça appartient à quel autre appareil? Digestif. Ok. Alors, ça me fait partie de quel appareil? On est d'accord. Ça fait partie de l'appareil digestif. Digestif. Maintenant, je vais vous parler de autre chose. Quand une personne fait une fausse route, écoutez bien, on va refaire un sondage. Quand une personne fait une fausse route, d'accord, dû à un apport liquide ou bien alimentaire, est-ce que ça va dans le côté de l'œsophage? Quand une personne fait une fausse route, ah, j'ai fait une bêtise. Oh, j'ai fait une bêtise là. Oh là là. Et moi, j'ai pas de modérateur. Je sais pas ce que je fous là avec ce téléphone. Oh, bordel. Alors, quand une personne fait une fausse route due à du liquide ou alimentaire, est-ce que ça va dans l'œsophage? Oui, le bonhomme qui sourit. Non, le bonhomme qui pleure. Est-ce qu'une personne, quand elle fait une fausse route, ça va dans l'appareil digestif? Ça va dans l'œsophage, vous avez pas entendu? Oui, le bonhomme qui sourit. Non, le bonhomme qui pleure. Quand une personne fait une fausse route due à l'apport de liquide ou alimentaire, est-ce que ça va dans l'œsophage? Oui, le bonhomme qui sourit. Non, le bonhomme qui pleure. Quand une personne fait une fausse route, est-ce que l'alimentaire et le liquide va dans l'œsophage? Oui, le bonhomme qui sourit. Non, le bonhomme qui pleure. Ok, 8 secondes. L'œsophage pour une fausse route, oui le bonhomme qui sourit, non le bonhomme qui pleure. Ok, on est tous d'accord, ça ne va pas dans l'œsophage parce que l'œsophage fait partie de l'appareil digestif et justement l'alimentaire et le liquide doivent passer par l'œsophage. Mais il ne doit pas aller où? Dans quel conduit
il ne doit pas aller, les apports alimentaires ou le liquide. Ouais, il faut pas la tracher, exactement. Voilà pourquoi on a des fausses routes, parce que l'apport, donc le liquide et l'alimentaire, va dans le mauvais conduit. Au lieu d'aller dans l'œsophage, eh ben, il va aller se loger dans la trachée pour aller se loger dans les poumons. Et vous avez un réflexe. Le réflexe, quel réflexe vous allez avoir si cet alimentaire ou ce liquide va dans la trachée? Vous allez avoir un réflexe. Quels vont être les réflexes? Quel réflexe vous allez visualiser, avoir si vous faites une fausse route? Hein, vous avalez à travers. L'atout, voilà, la personne va avoir le réflexe. Donc le réflexe c'est un mouvement, voilà, l'atout c'est un mouvement réflexe, ouais, le contraire. L'atout c'est un mouvement réflexe. Vous voyez mon code? Bah voilà. Donc voilà, donc les fosses nasales, pharynx, larynx, trachée, bronche, bronchiole, alvéole pulmonaire et les poumons. ok. Parlez-moi d'autre chose qui permet de faire le cycle respiratoire. Vous en avez pas parlé. Parlez-moi de la chose qui permet de faire le cycle respiratoire. Le cycle respiratoire d'inspirer ou d'expirer. Il y a quelque chose dans notre corps qui permet d'avoir cette pulsion, ce mouvement d'inspirer et d'expirer. C'est quoi? Oui, loulou. Qu'est-ce qui va permettre le cycle respiratoire dans notre corps? Il va avoir... Ouais. Alors, le poumon. Vous avez les deux poumons, des deux de chaque côté. D'accord? Le poumon, à un moment donné, il va être propulsé comme ça, vers l'avant. Et il va se relâcher. Mais il va monter, descendre grâce à quelque chose. Est-ce que vous savez? Il se loge en dessous du poumon. Alors, attendez, je vais vous montrer. Je ne vais pas faire de bêtises. Je vais pas être brute parce que moi, quand je suis malade, je fais des choses bizarres. Je suis brute. Attendez, 2 secondes, je vais vous montrer quelque chose. Ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais on s'en fout. Vous avez les deux poumons ici, d'accord? Bon, il n'est pas très joli, mais on fait avec. En dessous du poumon, vous avez quelque chose qui va permettre de faire monter le poumon et de le redescendre. D'accord? C'est quoi? Qu'est-ce qui va permettre? Non, c'est pas c'est le diaphragme. Ça, il faut l'apprendre. Le diaphragme. Très, très bien. Ouais, ça, il faut le noter. Le diaphragme, ça va permettre l'inspiration et l'expiration. Il va monter. Hop. Voilà. Il monte. C'est ça qui va permettre d'avoir ces cycles. OK? Très bien. Là, j'ai mes deux poumons. Rien à voir avec cette vidéo, mais vous voyez, moi, je suis à la Walliken. On rajoute des questions. C'est pas grave, on s'en fout. Vous avez les deux poumons ici. Vous voyez? Ils sont protégés par une couche protectrice. Comment elle se nomme? Là, c'est bloc 2 actuellement, mais on tourne. Vous avez deux poumons ici. Ces deux poumons sont protégés par une couche protectrice. Est-ce que vous savez quelle est cette couche protectrice? Ouais, effectivement, la plèvre. D'accord? Il va avoir la plèvre qui va entourer le poumon, les poumons, et qui va du coup avoir une couche protectrice. On m'envoie des messages en plein live, c'est pas possible. Oh, les gens, vous calmez? Vous vous calmez, please? Donc voilà, bon, ça c'était un petit cours, rien à voir avec la vidéo. S'il vous plaît, envoyez pas de message à ces tours-ci. Allez, hop, on y va. Angoissé par ses difficultés respiratoires. Soutenir et aussi l'informer. Informer les parents avec les... Alors attendez, là, j'ai fait un truc bizarre là.
J'ai fait un truc bizarre. Ah, vous avez pas vu. Oh. Ok. La fréquence respiratoire pour un adulte au repos, est-ce que vous la connaissez? Ah, la mouche, je peux pas me la blairer, Pablo. Je peux pas me la blairer. J'en ai une. Mais c'est ça, hein, de vivre entouré de champs. Mais je peux plus me la blairer, celle-ci. Je vais me l'attaquer. Elle est là tout le temps. Elle m'emmerde. Elle m'emmerde, cette mouche. Donc, le cycle respiratoire. Je vais me la faire. Alors, la fréquence respiratoire adulte au repos, elle est de combien? Alors moi, là, vous avez tous faux. Vous me mettez 12, 20. Eh ben, c'est faux. C'est faux. C'est pas 12, 20. Il manque quelque chose. Voilà. Moi, quand on vous mettez 12 comme ça, 20 comme ça, bah, 20, 12 quoi? 20, 12 quoi? Ah, est-ce qu'on parle de millimètres de mercure, là? On parle de fréquence respiratoire. Attention à pas louper avec la fréquence cardiaque. On va faire un sondage. Ah, obligé. J'ai besoin de savoir. Mais ça, c'est normal, hein. C'est normal. Ok, on va faire la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque, est-ce qu'elle se mesure en battements par minute ou en cycles par minute? Attention, fréquence cardiaque, est-ce qu'on dit 12 à 20 cycles par minute, donc le bonhomme qui sourit, cycle par minute. Le bonhomme qui pleure, battements par minute. Le bonhomme qui sourit, on dit donc le bonhomme qui sourit, on dit cycle par minute, et il me faut quelqu'un pour m'aider. Hein. Et le bonhomme qui pleure, on dit J'arrive plus. Le bonhomme qui sourit, c'est cycle par minute. Le bonhomme qui pleure, c'est battement par minute. Le bonhomme qui sourit, c'est cycle par minute. Et le bonhomme qui pleure, c'est battement par minute. Christelle, c'est le bonhomme qui rigole. Le bonhomme qui sourit. Ah ben alors attendez, on est obligé là. Donc ça veut dire on parle en battement là? Attends, on va recommencer les conneries, je vais me concentrer. C'est mon otite. On met la faute à sur l'otite. Allez, bonhomme qui sourit, est-ce qu'on dit cycle par minute? Bonhomme qui pleure, battement par minute. Pour la fréquence respiratoire. Le cycle, c'est le bonhomme qui sourit. Le bonhomme qui pleure, battement. Cycle, le bonhomme qui sourit. Le bonhomme qui pleure, battement. Cycle, le bonhomme qui sourit. Le bonhomme qui pleure, battement. Cycle, le bonhomme qui sourit. Le bonhomme qui pleure, battement. Cycle, le bonhomme qui sourit. Le bonhomme qui pleure, battement. Cycle, le bonhomme qui sourit. Le bonhomme qui pleure, battement. Vivi, je te vois. Hein. Cycle, le bonhomme qui sourit. Le battement, le bonhomme qui pleure. Moi, je suis morte de rire là. Je me mélange toute seule. Allez, 4 secondes. Cycle, souris et pleure, battement. Allez, c'est terminé. Alors, la fréquence respiratoire à ne pas confondre avec la fréquence cardiaque. Quand on parle de fréquence respiratoire, c'est par cycle. Pourquoi? J'inspire un cycle et j'expire. Donc, l'inspiration et l'expiration, c'est un cycle. Et ça, par minute. Voilà. J'inspire, j'expire, un cycle. C'est pas un battement. Quand on parle du battement, on parle du cœur. Le cœur qui bat. Là, on parle de respiration. J'inspire, j'expire. C'est un cycle. Par minute. Ok? Et on est bien à 12 à 20 cycles par minute. 12 à 20 cycles par minute. Que veut dire hémoptysie? Allez, je vous laisse réfléchir. Que veut dire hémoptysie? Allez-y. Que veut dire qu'une hémoptysie? Merci beaucoup, Marine. Que veut dire une hémoptysie? Allez. Alors, crachat. Alors, moi, je veux les termes. Hein.
Ok. Crachat de sang. Ok. Ok. Ok, on parle de tout le sang dans... Ok. Vous l'avez. Crachat de sang venant des voies respiratoires. Et c'est terminé. Attendez, je vais en trouver un autre. Je vais en trouver un autre pour vous. Vous aimez bien ces genres de choses-là? Attendez, comment on fait là, ce business? Je vais mettre ma grosse tête avant. Attendez, je mets ma grosse tête. Oui, oui, je suis cosmonaute. C'est flou chez moi. C'est un Samsung des années. J'ai pas envie de m'en séparer. Laissez-moi tranquille. Je ne veux pas m'en séparer de mon téléphone. Je vais mettre un peu de lumière. Voilà. C'est bon comme ça. Voilà. Laissez-moi tranquille. À chaque fois, on me vanne. Louise, t'es dans l'espace? Oui, je suis dans l'espace. Hein? On entend mal. Attends, je sais pourquoi. Est-ce que là, tu m'entends, Free? Palestine. Pablo, tu rigoles? Vous rigolez, hein? C'est bien de rigoler. Oui, je vous ai dit, moi, je suis pas matérialiste. On me dit à chaque fois, voilà, ma fille, elle me prend la tête. Maman, t'as un téléphone tout neuf et tout ça, il est dans la boîte, tu veux pas t'en... Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Moi, je connais pas mes vidéos par cœur. C'est très bien. C'est muy bien. C'est muy bien. Qu'est-ce que j'ai là? Ouh. QCM, c'est qu'il faut que je vais me la faire, cette mouche-là. C'est une petite en plus, hein. C'est pas très grande. Alors. Oh, la tête dans les vidéos, c'est trop drôle. Bon, moi, je ne vais pas vous faire des vidéos où on voit ma tête, hein. Ah, j'ai la flemme. Pharmacologie, alors c'est un cours, c'est pas un QCM. Ah, c'est pas intéressant. La glycémie capillaire. Alors, la glycémie capillaire, parle-moi de la glycémie. Alors, attendez, là, c'est compliqué. C'est compliqué, l'histoire. Ça, c'est quoi? C'est un cours sur la vulnérabilité. Ah, on va faire des cas cliniques, c'est pas grave. J'ai des cas cliniques, on va faire des cas cliniques aussi. Examen. Vous êtes chaud en plus. Module 8. Ah, attendez, on fait quoi là? Merci beaucoup, Pablo. Module 9. Ah, les collègues. Les cerveaux, ils bouent là, cette heure-ci, là. Bon, attends, on va faire un petit rappel. Glycémie capillaire, quelles sont les normes? Allez, petit rappel. Glycémie capillaire, quelles sont les normes? Module 3, module 9, module 42, ce soir c'est compliqué. Allez, là c'était Maria, elle a dit en première, glycémie capillaire. On va déjà pour Maria, je crois que c'était ça Maria. Glycémie capillaire, alors on me dit 70, 1.10, ça me suffit pas. Hein. Moi je vais les indicateurs, sinon c'est faux. Ok, on est sur 0,70 à 1,10 grammes par litre de sang. Ok, alors, comment vous faites une glycémie capillaire, les collègues? Ok, comme... Module 1, allez, ça y est, tout le monde s'y met. Module 1, module 2, module 9, module 3... le module 8. Allez, glycémie capillaire. Aujourd'hui, effectivement, les aides-soignants peuvent faire des glycémies capillaires. Merci beaucoup, Naomi. Alors, moi, comment on fait? Avec un autopiqueur. Ok. À jeun. Alors, quand on dit Annie à jeun, il y a un terme. Il y a un terme. Comment tu dis? Je vais faire la glycémie capillaire de Monsieur X à jeun. Mais c'est une glycémie... glucomètre, ok. Glucomètre, lancette, ok. Ils sont taqués les collègues, je comprends pas. Demain c'est lundi en plus. Oh, vous avez la pêche. Et nettoyez les doigts. Je nettoie les doigts. De qui? De moi ou du patient? Ok, bonsoir Naomi. Alors, à jeun on dit postprandial ou on dit
prépendial. Ah, ça mérite un... Ça mérite un... Attendez, stop, on arrête les bêtises. Ça mérite un sondage. Ah ouais. Quand on dit à jeun, ça veut dire une glycémie postprandiale ou prépendiale. Prépendiale, le bonhomme qui sourit. Postprandiale, le bonhomme qui pleure. Quand on dit je vais faire une glycémie capillaire à jeun, c'est prépendial ou c'est postprandial. Bonhomme qui sourit, prépendial, bonhomme qui pleure, postprandial. Quand on fait une glycémie capillaire à jeun, on dit que c'est prépendial ou c'est postprandial. Bonhomme qui sourit, prépendial. Bonhomme qui pleure, postprandial. C'est compliqué. Pour une glycémie capillaire à jeun, le bonhomme qui sourit, prépendial, le bonhomme qui pleure, postprandial. C'est quoi? Prépendial ou postprandial? Non, les collègues, sans déconner. Là, aujourd'hui, je réponds pas aux messages WhatsApp. C'est dimanche. Attention, les collègues, attention. Alors, prépendial, le bonhomme qui sourit. Postprandial, le bonhomme qui pleure. Pour une glycémie à jeun, on dit prépendial, le bonhomme qui sourit. Postprandial, le bonhomme qui pleure. Exactement. Quand on fait une glycémie capillaire à jeun, on dit que c'est prépendial et non postprandial. Postprandial, ça veut dire quoi, les collègues? Prépendial, oui, exactement, préprandial. Postprandial, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi exactement? On revient après sur la prise des glycémies. Ça veut dire après, exactement. C'est après les repas. Quelque temps après. On part sur 2 heures après le repas. Avant, c'est prépendial. Prépendial. Ok. Donc, d'accord. Tout à l'heure, on m'a parlé que voilà. On s'apprête à faire une glycémie capillaire. L'hygiène des mains. Certains m'ont parlé des gants à usage unique. Ok. Laver les doigts des résidents, des patients. Ok. Ça peut fausser. Voilà, nourriture, confiture, etc. Ok, très bien. On m'a parlé de glucomètre. On m'a parlé de lancette. On m'a parlé d'autopiqueur. Ok. Bon, écoutez, vous faites comment? Vous allez piquer où? Est-ce que je pique là, ces 2 doigts, là? Ces 3 doigts? Est-ce que je les pique? Ouais, c'est après 2 heures, exactement. Non, alors je pique, ouais. Pas les doigts pinces, ok. Les 2, voilà. Les doigts pinces, je les pique pas. Les 2 derniers, je peux, ok. Est-ce que je peux piquer au milieu? Bien sûr que je peux piquer, mais est-ce que c'est recommandé de piquer au milieu du doigt? Ouais, tout sauf les pinces, hein. On s'en utilise, hein, des doigts, donc ça perd la sensibilité. Hein, d'accord. Donc, il est préférable de ne pas piquer au milieu. Mais alors, je pique où? Alors, si je ne pique pas au milieu, où est-ce que je vais piquer, donc? Où est-ce que je vais piquer? Sur les côtés, exactement. On pique sur les côtés. Très, très bien. Très, très bien. Alors, pourquoi je mets des gants à usage unique avant de faire ça? Même si on a, ils en mettent pas. Ben, écoutez, chacun son truc. Hein. Voilà, chacun son truc. Pourquoi je mets des gants à usage unique? Ah, on parle de sang, va plus précise, c'est très bien ça. Voilà, exactement, sorcière. Les risques AES, c'est quoi les risques AES? AES, c'est un métier, non? Attendez, j'essaye d'être moins flou. Ah, peut-être que l'écran... Attendez, je vais peut-être le... Attendez 2 secondes. Non, je ne changerai pas mon téléphone. Ça, c'est une certitude. Attendez, je vais faire du bio-nettoyage. Hop. Hey, c'était Krados. Bah voilà, c'était pas la lumière, c'était Krados. Eh ben oui, j'ai pas passé la petite lingette. Ok, c'est accident d'exposition au sang. Exactement, accident. Eh, c'est clean, hein. J'ai pas passé la lingette. Là, je veux... Ok, ça marche. Accident d'exposition. Ah ben oui, mais carrément, c'est pour ça qu'on voyait flou. La fille, elle est sur Mars. Elle nous fait un live sur Mars, Héloïse. Accident, exposition au sang. Très bien, c'est pour ça que je me protège. Hein. Je mène un soin, mais je protège la personne. Mais moi aussi, je me protège, hein, sans déconner. Hein. Je fais attention à ce que je fais. D'accord? Donc, c'est pour ça que je veille à mettre des gants à usage unique. Ok. Alors, je vais piquer le résident. Est-ce que je mets le doigt vers le haut? Est-ce que je le pique, le doigt vers le haut? Ouais, de la brume. Non, non, c'était juste Krados.
Voilà. Moi, vous voyez, je téléphone avec mon oreille parce que je suis sourde. Je suis sourde. Donc, à mon avis, c'était crade, quoi. Les cheveux gras, j'ai mis l'huile et tout, c'était crade. Oui. Exactement, je mets le doigt vers le bas. Bah, pourquoi? Pourquoi on déclive? Pourquoi je mets le doigt vers le bas et pourquoi pas vers le haut? Pourquoi je mets le doigt vers le bas et pas vers le haut? Ça, on le voit souvent. Hein. Quand ça arrive pas, bah, on est tranquille. Mais... Alors oui, c'est pour le sang, mais il y a aussi un risque pour moi. Hein. Attention. Ouais, pour que le sang, oui, puisse descendre, mais attention. Il y a aussi un risque pour moi. Je vais piquer. Mais il y avait un collègue IDE qui est venu en live aussi. Ça peut arriver. Projection de sang. Eh ben, vous avez quoi vers le haut? Bah, vos yeux, votre bouche. Sans déconner. On fait attention aussi à ça. Coucou Kevin, comment vas-tu? Et oui, projection. Donc, on fait hyper attention à ça. Ok? Ah, bordel. Il s'est passé un truc aujourd'hui. Vous prenez en soin Monsieur X. On reste sur les AES. Allez, on dévie. Moi, vous allez me connaître vite. On dévie très vite. Moi, je suis... Hein? On part de la glycémie, on part sur autre chose. Ok. Problème AES. Hein? L'erreur, ça peut arriver. Moi, j'en ai déjà fait, j'en ai déjà eu. Ah, vous allez prendre en soin Monsieur X. Ok. Toilette au lit. Ah, bordel. Lorsque vous ouvrez le drap, vous vous piquez. Une seringue était positionnée sur le lit. Vous vous piquez. Il y avait un oubli de seringue sur le lit. Vous vous piquez. Vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites? J'aime trop vos lèvres. Pourtant, je suis diplômée. T'es la bienvenue, sorcière. Ah oui, vous vous piquez, la seringue, elle était là. Bon, le pourquoi du comment, là, voilà, on va pas faire un film. Vous vous êtes fait piquer, ok, par la seringue qui était positionnée sur le lit, je fais quoi tout de suite? Avant de prévenir, là, attendez, je me protège, hein. Je vais pas marcher dans les couloirs avant de faire quelque chose, hein. Signaler l'IDE, oui. Ça, plus tard. Qu'est-ce que je fais en premier? Ouais, je vais rincer mon doigt, abandonnement dans l'eau. Je mets le doigt vers le bas et je laisse couler l'eau. Et ensuite, je fais quoi? Ensuite, je fais quoi? Très bien. Le daquin, on va en parler du daquin. Effectivement, je peux tremper mon doigt dans du daquin. Vous prenez un verre, on trouve toujours quelque chose, vous mettez du daquin, vous laissez tremper votre doigt à l'intérieur. Très, très bien. On désinfecte. Alors, ok. Donc, voilà. Je laisse rincer l'eau. Voilà, tiède. Je laisse tremper dans du daquin. Je fais quoi d'autre? Est-ce que j'appuie? Est-ce que je vais compresser? Est-ce que je vais comprimer, pardon? Je vais faire quoi? Ouais, très bien. La seringue, on la laisse pas sur le lit. Hein. Très, très bien. Et il y a quelqu'un qui a dit on la met dans la dasserie. Très bien. Ok, mais moi, là, on parle de moi, là. Je me suis fait piquer, ça sent le boudin. Franchement, non, j'ai pas trop envie d'avoir des problèmes, quoi. Désinfection, très bien. Il y a un bilan à faire très rapidement, d'accord? Donc, vous vous protégez. La première chose, c'est avant d'alerter, hop, d'aller dans les couloirs, voilà, directement. Regarde, t'as laissé la seringue et puis ça parle. Ah, tu te rends compte? L'infirmière, elle a laissé la seringue, mais vous, vous êtes fait piquer, vous avez fait quelque chose avant. Et puis, on n'a pas besoin de raconter l'histoire là tout de suite maintenant, ça sera plus tard. Vous vous protégez. Vous vous protégez tout de suite, direct. On laisse dans l'eau couler sur le doigt. On met son doigt dans le daquin. Il y a tout un protocole. Et ça, il faut s'informer. Hein. C'est votre protection. Oui, vous prenez soin des autres. Mais vous êtes aussi un être humain. D'accord? On fait gaffe à ça. Il y aura un bilan sanguin. Vous avez tout un protocole à faire. Effectivement, il y a une sérologie à faire. D'accord? Ok. Exactement. Voilà, daquin. Daquin, c'est considéré comme quoi? C'est quoi le daquin? Ah ouais. Qu'est-ce que c'est que le daquin? On va rester sur le daquin. Qu'est-ce qu'il y a, Loulou? Pourquoi il aboie? Qu'est-ce que c'est que le daquin? Alors, c'est un désinfectant. Attendez, 2 secondes. Je vais ramener Bob. Vous risquez de l'entendre, mais c'est mon loulou. Hein. Donc,
Je vais ramener Bob parce qu'il aime pas être éloigné de moi. Attendez, j'arrive. Non. Voilà. Donc là, c'est bon. Ah oui, c'est comme mon fils, hein, c'est pareil. Voilà, il va aller chercher sa casserole alors qu'il a mangé. Il va me faire tout un cinéma. Voilà, regardez, vous allez entendre la casserole. Voilà. Voilà. Il ronfle. Il me donne quoi? Donne maman. Je vais lui donner quand même des petites friandises. J'arrive. Donnez. Et tu vas pas me faire courir à cette heure-ci. Bob. Donnez. Ah, il veut juste jouer. Il veut juste jouer. Et bah tant pis pour lui. Alors, désinfection. Ah oui, c'est un antiseptique. C'était ça, on parlait du Dakin. C'est un antiseptique, très bien. Il me fait courir. Il n'a pas compris qu'il était 21h30, quoi. Lui, il comprend pas, lui. C'est qui? C'est mon chien, Bob. C'est un labrador. C'est mon collègue de travail. C'est mon ami. C'est mon enfant. Adolescent. Et donc, voilà. Il est toujours avec moi. D'ailleurs, pour ceux qui m'ont déjà vu en IFAS, il vient régulièrement avec moi pour former. Donc, je l'amène en IFAS. Je l'emmène dans les EHPAD aussi. Voilà, c'est mon compagnon. Donc, quand je suis en live comme ça, souvent, il reste avec moi. Et pour ça, vous l'entendez des fois ronfler ou autre, c'est normal, c'est Bob. C'est pas moi qui ronfle. Des fois, il a des pets, c'est pas moi qui pète, c'est lui. En fait, c'est ça, c'est un vrai cochon. C'est pas moi, hein. Dites pas, ouais, Héloïse, dans son live, elle a pété. Non, c'est pas moi. Ok, pardon, Bob, laisse-nous suivre le cours. Ouais, vas-y, tu vois, Joséphine, le problème de Bob, il monopolise tout. Ok, le Dakin. On avait parlé des AES. C'est ça. Ok. C'est bon. Il va aller dans sa chambre parce que lui aussi, il a une chambre. Je tiens aussi à le préciser, il a sa propre chambre. Donc voilà. Non. Non. Bon, c'est pas grave, je m'en occupe pas. On s'en occupe pas, d'accord? Il va faire un petit scandale et puis il va me ramener des jouets sûrement, mais on ne calcule pas. Ok. Je sais plus. Vous voyez, il nous perturbe celui-là. Il nous perturbe. Ok. Tu observes une perfusion vide. Tu as un service de médecine. Tu observes une perfusion vide. Et le tuyau, il est rempli d'air. D'accord? Service de médecine, tu es aide-soignante. Tu observes une perfusion vide et le tuyau, il est rempli d'air. Peux-tu l'arrêter ou voire même le changer la perfusion? J'alerte l'IDE, exactement. Est-ce que le rôle aide-soignant, est-ce que l'aide-soignant peut toucher, changer des perfusions? Non. Non. Alors pour ceux qui regardent mes vidéos et qui regardent aussi des vidéos sur le rôle aide-soignant, ne vous faites pas tromper, s'il vous plaît. Surtout si vous êtes élève. Il y a certains, ils font des choses extraordinaires. On va les retrouver au bloc opératoire en train d'opérer. Et voilà, c'est problématique aujourd'hui. À se demander si c'est normal. Donc, vous pouvez voir certains commentaires à travers mes vidéos. Il y a des aides-soignants qui réalisent des actes infirmiers, mais très dangereux. Par exemple, il y a eu ce fameux commentaire, c'est pour ça que je vous pose la question, qu'une personne a changé une perfusion. Voilà, donc c'est extraordinaire. Moi, demain, je vais me faire opérer d'une appendicite. Ça va être, voilà, une AS qui va me la découpiller.
J'espère pas qu'elle va oublier, qu'elle va pas m'enlever l'intestin, quoi. Vous comprenez? À un moment donné, il faut rester à sa place. Vous comprenez? Donc, quand vous regardez les commentaires, faites attention. Les commentaires, c'est pas forcément fiable. Il y a beaucoup de personnes qui se rendent pas compte des actes aides-soignants et infirmiers. Beaucoup font des glissements de tâches. Parfois, c'est rien. C'est pas grave. Il n'y a pas de risque pour le patient, il n'y a pas de risque non plus pour l'aide-soignant. C'est une collaboration, un entraide, il n'y a aucun risque, il n'y a pas de souci. Mais quand on va dans des actions où il y a un risque pour le patient et pour soi-même, là c'est moins drôle, vous comprenez? Donc c'est pareil, les pansements escarres, on évite, les soins d'escarres, on évite aussi. Il y en a un qui s'est amusé à me dire, bah moi je suis aide-soignant et ouais, je m'occupe des plaies escarres stade 2. Bah oui, bah tiens, nickel. On est bon. Il n'y a plus de sens, moi je comprends pas. On est où? On est en Suisse ou quoi? C'est pas possible. Truc de fou. Donc ok, l'aide-soignant il fait quoi? Pour les perfusions, quel va être le rôle aide-soignant du coup par rapport à la surveillance des perfusions? Une personne qui est perfusée, il fait quoi l'aide-soignant? Il surveille. Alors moi, ça ne me suffit pas. Quand on me dit surveillance, c'est pas suffisant pour moi. Il va observer, c'est pas suffisant pour moi. Il faut aller dans le plus profond. Attendez, on vise quoi? L'examen. On va regarder l'état clinique. Très très bien. Mais qu'est-ce que tu vas regarder par rapport à l'état clinique? Surveiller le débit, parfait. Alors moi, vous savez, dans mes lives, prévenir les DE, c'est une certitude. Vous allez le faire. Mais moi, je veux votre rôle, aide-soignant. Vous allez faire quoi? Surveiller le débit d'écoulement. Ok, la douleur. Ok, surveillance de la température, c'est très intéressant. Pourquoi tu surveilles la température? Surveillance des risques infectieux. Qu'est-ce qui peut te dire qu'une personne peut avoir une infection? Surveillance, la quantité, très bien. S'il y a, très bien, c'est qui a dit ça? Amandine. Hey, attendez, je vais m'amuser à épingler aussi. Attendez, on va faire les trucs bien quand même. Voilà. Donc, s'il y a des gonflements, des rougeurs au niveau du cathéter, ok. Il est en train de me faire un scandale, Bob. Les paramètres vitaux. Alors moi, quand on me dit paramètres vitaux, c'est pas suffisant. Quand on me parle de constante, quand on me parle de paramètres vitaux, pour moi, c'est flou. Mais quel type de paramètres? Ça peut être tout. C'est quoi? La température. Exactement, la température peut révéler une infection. Donc, on va surveiller ça très bien. Si c'est pas gonflé, rouge, douloureux aussi. Exactement, porte d'entrée, la fièvre, gonflement, rougeur, gonflement, état cutané. C'est pareil quand vous me dites, je vérifie l'état cutané, c'est bien. Mais qu'est-ce que vous allez vérifier s'il n'y a pas rougeur? Vous voyez ce que je veux dire? Allez dans la profondeur, ne vous contentez pas d'un seul mot parce que je sais que vous avez la réponse à l'intérieur de vous, mais justement, il faut apprendre à les sortir parce que c'est ça qu'on veut. Les œdèmes, oui. Je vais m'arrêter à Amina. Amina, elle a dit quelque chose d'intéressant. Là, elle me parle des surveillances de la perfusion. Elle me parle de pas couder. Je sais ce que tu veux dire, Amina, mais c'est pas profond. Mais je sais que tu as compris et je sais que je t'ai compris. Alors, dis-moi, Amina, qu'est-ce qui est coudé? Je vérifie qu'est-ce qui n'est pas coudé, c'est-à-dire qu'est-ce qui est pas coudé. Moi, j'aime ça, là. Alors, quand vous me parlez d'état cutané, il faut aller dans la profondeur. Qu'est-ce que vous regardez? Surveillance, risque hémorragique, très bien. Tout sur le patient, escarre, fièvre, hypertension. Vérifiez le pansement. Alors, là, on est sur une perfusion. Hein. Je m'évade pas dans quelque chose de... Alors... Je vérifie les constantes, très bien. Le cathéter, surtout l'œdème, rougeur, douleur, chaleur, fièvre, température, très très bien. La tubulure, ça c'est, j'aime beaucoup Ludivine. Ludivine, c'est une élève que j'ai du coup en VAE, aide-soignant. Et à chaque fois, vous allez voir sur les lives, je la guette. Je te guette. Tubulure, si elle n'est pas coudée, pincée ou percée, très 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 bien. Et bien placée aussi. Une personne qui est perfusée, j'ai un rôle important à faire vis-à-vis du patient, du résident. Alors, le tuyau, la tubulure. Très bien. Le fil de perf, pincé, coudé, si c'est pas plié, très très bien. Super.
J'avance un peu parce que je suis en retard, je parle beaucoup, là, mes monologues, laissez tomber. Hein. Si le patient s'est pas emmêlé avec le tuyau, c'est très bien ce que tu dis. Alors du coup, qu'est-ce que tu vas faire aussi? Tu as un rôle important. Et si je vais sortir le mot, il faut pas que je le sorte. Vis-à-vis du patient, tu as un devoir, un rôle important à faire en tant qu'aide-soignant. C'est quoi? Parce que à un moment donné, tu vas sortir de la pièce. Celui-ci est toujours perfusé. Et justement, il va falloir que tu fasses quelque chose pour lui... Ah, je peux pas le dire. C'est très bien. Voilà, vous l'avez. Vous allez éduquer le patient, lui informer, d'accord, le conseiller, le rassurer, bien sûr. Mais vous allez lui dire de faire attention et des risques que ça peut engendrer. Voilà, on fait très attention. Très bien, et on va veiller à ce que la sonnette soit à proximité. On ne sait jamais, d'accord? Team DAES 2025-2026. Lui donner la sonnette pour nous prévenir. Très très bien. Mettre la sonnette à disposition. La sonnette à disposition, c'est une action que vous pouvez mettre dans beaucoup de cas. En fait, c'est un rôle facile pour gratter les points. Avec prévenir l'IDE, transmission, c'est des rôles faciles. Mais c'est pas suffisant. Il faut aller vraiment au taquet. Vous comprenez ? Éducation thérapeutique, il faut éduquer. De toute façon, à chaque fois, vous allez avoir un rôle éducatif. La personne, elle vient se faire hospitaliser, elle va découvrir certaines choses. La perfusion, ça se trouve, c'est la première fois qu'elle se fait perfuser. L'oxygénothérapie, peut-être qu'elle connaît pas, elle va prendre panique. Voyez, bon, je suis oxygénothérapie. Si vous éduquez pas le patient, lui, il a l'habitude de s'allonger à plat. Voilà, et ben il faut lui expliquer pourquoi se mettre en position semi-assis. C'est toute une éducation. C'est obligatoire la sonnette à proximité, oui. Mais c'est un point dans l'examen qui est important, mais c'est pas suffisant. C'est bon de le dire, c'est pour gratter des points, mais c'est pas suffisant. Communiquer, l'écoute active, communiquer avec le patient, le résident. Coucou Natacha. Aide-soignante, tu es la bienvenue. Changement de position. Voilà, on informe le patient surtout. Hein, quand il est perfusé, on a un rôle de surveillance, d'éducation, mais on ne touche pas. Voilà, on change pas le matériel. On va quand même vérifier le matériel, le débit, tout ça, mais on ne change pas de perfusion. L'aide-soignant ne fait pas ça. Donc surtout, je le répète, quand vous voyez des rôles aides-soignants en dessous de mes commentaires et qu'il y en a, ils sont déjà médecins. Il vous dit qu'ils font des trucs incroyables. On aurait dit qu'ils sont en train d'opérer une appendicite. Moi, ça me fait flipper de dingue. Vous ne regardez pas ça. Vous vous fiez vraiment à votre nouveau référentiel. Ce qui se dit à travers, à gauche, à droite, c'est peut-être faux. Voyez? Donc, faites attention. Vous avez votre livre du nouveau référentiel. Vous le lisez, c'est important. Si vous ne l'avez pas, je crois qu'il coûte 5 € sur Internet. Vous pouvez même l'avoir sur Vinted. Il y en a, ils les vendent. Pas cher, 2 ou 3 €. Mais voilà, mettez-vous à la page à un moment donné. Et puis, changement de perfusion, depuis quand une aide-soignante fait ça? Enfin, je sais pas. Non, il y en a, ils sont extraordinaires. Hein. Moi, ça me fait flipper. Moi, franchement, ça me fait flipper. Coucou Sonia. Je reste avec vous pour m'assurer. Ouais. Prenez toutes des notes qu'elle vous explique, car moi, grâce à Héloïse, j'ai obtenu mon diplôme. C'est grâce à toi, collègue. C'est pas grâce à moi, c'est grâce à toi, collègue. C'est pas de notre compétence, mais vous savez, il y a beaucoup de compétences, c'est pas de votre compétence. Alors, comme je répète et je dis, la collaboration avec l'IDE est primordiale. Il y a des actions, il y a des glissements de tâches. Quand vous savez que ça n'a aucun impact sur le patient, le résident, et même vous, il n'y a pas de problème. Ça, voilà. On peut s'entraider. On s'aide, on s'entraide, ASH, IDE, voilà. Mais à un moment donné, on arrête les conneries. Pose de bande, on arrête les conneries. Hein. Désinfecter une plaie escar, on arrête les conneries aussi. Hein. Parce que les DC, il y en a de plus en plus à cause de ça. Vous voyez, il y a des choses, on arrête les conneries. Voilà, bon, c'est bon. Bon, je vous refais l'histoire du lit. Vous êtes en plein soin, vous êtes avec votre collègue aide-soignant. Vous allez vous apprêter à faire le soin de nursing, une toilette au lit. Ah, bordel, votre collègue est plus petite que vous. Vous êtes plus grande, mais c'est vous qui faites le soin. À quelle hauteur vous allez ajuster le lit? À la hauteur de ma collègue qui est plus petite ou de ma hauteur? Vous faites un soin d'hygiène, une toilette au lit d'un patient, d'un résident complet.
D'accord? Je vais devoir lever le lit. Est-ce que je mets le lit à la hauteur des hanches de ma collègue qui ne fait pas le soin ou de moi qui est plus grande? Alors, la collègue qui est plus petite ou ma hauteur? Ah, on va faire un sondage. On va faire un sondage, c'est obligé. Ok. Ma collègue, c'est le bonhomme qui sourit. Ma collègue qui est plus petite, le bonhomme qui sourit. Moi, le bonhomme qui pleure. Je suis en plein soin, une toilette nursing. C'est moi qui l'effectue. Je suis plus grande que ma collègue. Je mets le lit à ma hauteur ou la hauteur de ma collègue qui est plus petite. Pour la collègue qui est plus petite, je mets le bonhomme qui sourit. Moi, je mets le bonhomme qui pleure. Ma collègue qui est plus petite, bonhomme qui sourit. Moi, le bonhomme qui pleure. Je répète. Je fais le soin de nursing, toilette complète au lit d'un patient, d'un résident. Je le fais avec ma collègue. Enfin, c'est moi qui pratique la toilette. Ma collègue est plus petite, mais moi plus grande. J'adapte le lit à la hauteur de mes hanches, le bonhomme qui pleure, ou la hauteur de ma collègue. Voilà. Ma collègue, le bonhomme qui sourit. Moi, le bonhomme qui pleure. Le bonhomme qui sourit, ma collègue, qui est plus petite. Moi, le bonhomme qui pleure. Allez, c'est problématique, hein. Là, on est sur 50-50, 31 sur 31. Alors, on fait comment? C'est ma collègue ou c'est moi? Ok, les personnes qui ont dit pour moi, qui est plus grande. Donc, je mets la hauteur de mes hanches. Donc, je suis plus grande que ma collègue. Pour ceux qui ont dit... pour la personne qui est plus grande, je mets la hauteur des... Pourquoi vous dites la personne plus grande et pas ma collègue qui est plus petite? J'arrive plus à parler, moi, à cette heure-ci. Alors, seulement les personnes qui ont dit la personne qui est plus grande. Pourquoi? Car c'est moi qui mène le soin. C'est ça le problème, Gracia. C'est ça le problème, Gracia. Je vais t'expliquer le problème. Tu vas faire le soin. Il y a un oiseau. Voilà le problème, Gracia. Alors, ok. Oui, j'ai entendu un oiseau, non? Et comme je suis sourde, peut-être... je sais pas. Ah, ok. Alors, on disait que... Alors, il y a des personnes, ils disaient, bah moi, parce que je suis plus grande, mais c'est moi qui mène le soin. Ma collègue, elle mène pas le soin, donc je vais pas mettre à sa hauteur. Eh bien, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Ta collègue qui vient avec toi, qui t'accompagne à faire le soin, elle vient pas pour te regarder. Elle va faire des actions. D'accord? Le souci, c'est que si tu mets à ta hauteur, ta collègue va faire comment pour t'aider? Peut-être pour ramener le patient, le résident vers elle. Eh bien, elle va se mettre sur sa pointe des pieds. Elle va s'avachir sur le lit. Ah, bordel, écoute bien, collègue. TMS, trouble musculo-squelettique, on y va. Ta collègue, elle a plus de risques que toi, tu as des risques. Tu sais, ton risque à toi qui est grande, le seul risque que tu as, c'est de muscler les fessiers et les cuisses. Parce que tu vas faire des squats. Par contre, elle va se démonter. Elle va se démonter. Alors, la chose à faire, c'est que la collègue plus petite, eh ben, tu l'amènes à faire le soin. Ah ben, attends, t'es plus petite, ma cocotte, j'ai pas envie de faire des squats. Donc, tu l'amènes à faire des soins. Voilà. Mais toi, par contre, eh ben, voilà, si tu mènes le soin, tu te débrouilles. Séance de sport. Squat. Fessier, cuisse. C'est ton risque. Tu te muscules et voilà. Mais elle, par contre, elle, trop musculo-squelettique, les épaules, on y va. Allez. Et puis, on va la retrouver dans le lit aussi, avec le résident aussi. Elle va faire ça. Allez, hop, on y va. C'est très intime, hein. C'est très, très intime. Et ben, pour ta VAE, ça, Brandon, c'est éliminatoire. On va te poser la question. Cette situation, tu es avec ta collègue, tu fais un plein soin. C'est toi qui réalises le soin. Mais ta collègue est plus petite que toi. Toi, tu es plus grand. À quelle hauteur vas-tu adapter le lit? Si tu dis toi, parce que tu es plus grand et parce que tu mènes le soin, eh ben, t'es foutu. T'es foutu. Parce qu'on va te dire, ah bah oui, le seul risque pour toi, c'est que voilà, tu te muscles les fessiers et les cuisses. Mais par contre, elle, là, eh ben, t'es en train de la démonter. Elle est en train de la démonter, la pauvre. Musculo-squelettique, c'est tout pour elle.
Tu l'amènes aux soins. T'as pas envie. Prenez les mêmes personnes. Essayez de voir quand vous faites un soin ou un truc comme ça, si vous avez des personnes qui font à peu près la même taille que vous, appelez-les. Parce que quand il y a une grosse différence de taille, c'est le bordel. La vérité, c'est le bordel. Moi, je suis pas très sportif. Oh, ça, c'est du bordel. À l'époque, je faisais 1m70. J'ai rapetissi. Je fais 1m68. Je sais pas pourquoi je me suis tassée. Voilà. Mais j'étais grande. Comparé aux autres, 1m58. Voilà. C'est compliqué, 1m58. 1m70, 1m50. C'est compliqué, la vache. Hein. Pas très sportif. Le soin, voilà, ça chauffe. Hein. Retenir le terme de transmission croisée. Oui, il faut bien retenir. Moi, j'alerte, je veux une à ma taille. Bah oui, prenez. Après, il faut faire un choix sélectif. Je suis désolée. Si vous voulez pas faire de squat de bon matin, 6h, 7h du matin, vous avez besoin de quelqu'un sélectif. On sélectionne et on explique le pourquoi. Je suis pas chaude. Honnêtement, je suis pas chaude. Vous inventez, j'ai une tendinite faciale de ma fesse gauche, ça passe pas. J'ai besoin de trouver une excuse. Un truc extraordinaire. Toi aussi, tu t'es tassée, Amélie, c'est incroyable ça. Ah, j'étais lancée, 1m70, j'étais contente, ma première pièce d'identité. J'étais contente, j'étais grande, fille, mince, bien. Là, je me retrouve tassée, double menton. Voilà, bouée de sauvetage, je risque vraiment pas de couler, moi, c'est en mode baleine. Bon, ça c'est bien, c'est un avantage, je sais pas trop nager. Mais un problème, pourquoi je tasse comme ça, c'est pas possible. À continuer comme ça, je vais finir par perdre au moins 10 cm. Hein. Eh oui. Par contre, la taille de pied, c'est toujours la même. Ça, voilà, je tasse, mais la taille de pied, c'est toujours pareil. Voilà, c'est comme les Pokémon en pleine évolution. Allô. L'espace ici, la Terre, zone terrestre, minimum. Non, mais vous êtes chaud ce soir. Et ça part en cacahuète, là, c'est pas trop des révisions, là. Une IDE peut-elle déléguer les médicaments à une ADS? Alors, les aides-soignants peuvent transmettre les traitements, et on va y travailler, puisque tu nous le mets de là. Voilà, hop. Donc, à vous de jouer. Est-ce qu'une aide-soignante peut transmettre les traitements et sous quelles conditions? La taille de la petite. Alors, une aide-soignante peut transmettre des traitements, ça oui. Mais sous quelles conditions elle peut transmettre les traitements? Sous quelles conditions? Est-ce que... Ah, je sais pas. Alors, ça, si vous savez pas, alors là, c'est problématique. Hein. Oui. Alors, préparer sous le pellulier. Ah, bah, c'est pas suffisant, là. Hein. C'est pas suffisant. Il y a des conditions spécifiques. Hein. Avec l'accord de... Ah, il faut plus profond. Hein. Nom, prénom, chambre. Ouais, allez-y gaiement. Que ça soit préparé, mais d'une manière. L'aide-soignant peut transmettre les traitements, mais il y a des conditions. Si les conditions ne sont pas là, l'aide-soignant a le droit de refuser. Et si on lui fait la pression, vous dites à la direction, bah écoutez, vous voulez que je transmette les traitements? Il y a des conditions. Moi, j'ai pas envie de me mettre en tort. Mes collègues là, aides-soignants, ils sont passés au tribunal là. Hein. Ils peuvent plus exercer, moi, pas de problème. Ok, je transmets les traitements sous condition. Il faut que ça soit emballé, notifié, daté, nommé. Si vous avez un pilulier, souvent dans les EHPAD, on peut le voir, ça, ce sacré pilulier là, hein, avec le nom du patient et la petite photo. Les pilules, hein, les traitements sont découpillés à pas d'emballage. Et ben vous avez le droit de refuser parce que c'est pas emballé. C'est pas notifié correctement. Il faut que ça soit emballé dans un sachet. Il faut que les traitements soient emballés et qu'on puisse les identifier. Je connais mes traitements, les classifications médicamenteuses. C'est parce que j'ai des rôles aides-soignants à mettre en place. Si c'est découpillé, qu'est-ce que je transmets? Je transmets quoi? Ça se trouve, c'est un stupéfiant que tu m'as mis là dans la boîte là. J'ai pas le droit de le transmettre. Donc, on donne pas les traitements comme ça. On fait hyper attention. L'IDE, elle peut faire des erreurs. Elle peut faire des erreurs, l'IDE. C'est une humaine. D'accord. Elle fait une erreur. Elle vous met comme ça dans le pilulier. Voilà, pilulier, lundi, mardi, mercredi, jeudi, monsieur X, après-midi, matin, ok. Dégoupillé comme ça, flap, 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 la photo. Mais ça se trouve, la gélule de monsieur X, c'était à madame A.
Madame A est sous traitement cardiaque, on va dire. Tu donnes ça à Monsieur X. Ah ben là. Oh le bordel. C'est qui a tort là? Est-ce que c'est l'IDE ou c'est vous qui a tort? Vous transmettez ce traitement et le traitement n'était pas le bon. Est-ce que c'est l'IDE ou c'est vous? Eh ben c'est vous. Vous transmettez un traitement, c'est vous qui amenez l'action. Vous êtes responsable. Bien sûr, il y a chacun a les torts. Mais c'est vous que vous êtes responsable parce que vous avez accepté de transmettre les traitements non emballés, non identifiés, non datés, rien du tout. Dégoupillés comme ça dans le pilulier et on ne sait rien du tout ce que c'est le traitement, les effets secondaires. Ça, c'est le bordel. Donc, vous faites attention à ça. Il y a eu une erreur. Alors, quand vous faites une erreur de traitement et ça passe, il n'y a pas d'effet, il n'y a rien, tout se passe bien. Ça peut arriver. Par contre, il y a un bordel. Le traitement que vous transmettez, ça fout le bordel. Et que le patient se retrouve aux urgences et que sa vie est en danger, bon courage. Et que vous avez transmis le traitement sans respecter les conditions, vous avez accepté de transmettre les traitements, même si vous êtes diplômé, mais que les conditions n'étaient pas là, vous êtes responsable. Alors, si vous n'êtes pas diplômé, bon courage, hein. Bon courage, la famille s'en mêle, vous êtes foutu. Tribunal, bon courage. Chacun sa responsabilité. Je me dédouane, je préviens et je me dédouane. Ça arrive souvent malheureusement. Ouais, cette année, je vous le dis sincère, il y a des collègues même diplômés qui se sont retrouvés au tribunal à cause des transmissions des traitements. C'est un vrai bordel. C'est pas parce que il y a marqué oui les aides-soignants peuvent qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Et les IDE, quand vous venez ici, vous regardez, c'est pas les aides-soignants peuvent faire des choses que vous permettez de donner aux aides-soignants sous mauvaises conditions. Il y a des conditions. L'aide-soignant, s'il n'y a pas les conditions, elle a le droit de vous dire non et de vous dire si, voilà, vous pouvez la menacer, vous pouvez aller voir le directeur, même le directeur, les conditions sont pas là. D'accord? Donc, je ne transmets pas, c'est mon droit. J'ai pas signé un contrat pour me mettre en danger ou mettre en danger le patient, le résident. C'est comme ça. Voilà. Il n'y a pas les conditions, on fait pas. Basta. Oui, mais tu te rends compte, l'IDE, elle quitte plus tôt, c'est pas mon problème. D'accord? La situation, elle est comme ça. C'est pas mon problème si l'IDE, elle est pas là. L'employeur, il met des dispositions en place. Voilà. S'il est pas content, il appelle des IDE. Vous, c'est pas votre problème. Voilà. Mais vous mettez pas en danger non plus. Je ne comprends pas, je suis en EHPAD, je ne suis pas encore à S et je donne les traitements. Yamina, tu as le droit de refuser. Yamina, c'est pas ton problème les traitements. Est-ce que tu connais les traitements que tu transmets? Je sais, certains vont me dire oui, mais tu te rends compte, l'IDE elle quitte plus tôt. Mais c'est pas vous qui organisez l'histoire là. Plus vous amène à tout, plus l'employeur ça l'arrange. Ça coûte plus cher de payer une IDE plus tard la nuit que vous-même. Quand le jour où vous allez prendre la décision de dire non parce que vous vous protégez, mais vous protégez aussi le patient, le résident, eh bien là, l'employeur, il sera obligé de mettre des dispositions en place. Donc, si l'IDE, elle n'est pas là au moment des transmissions des traitements, alors que vous n'êtes pas diplômé, c'est pas votre problème. Ça, l'employeur, il est en l'obligation de mettre des dispositions en place. L'aspect financier, c'est pas votre problème, vous n'êtes pas diplômé. Donc non, quand Yamina, tu transmets les traitements, est-ce que tu sais ce que tu transmets? Tu as des surveillances par rapport aux effets secondaires. Est-ce que tu les connais? Si tu ne les connais pas en plus de ça, comment peux-tu voir que les symptômes du résident ou du patient peuvent avoir des problèmes à cette nuit-là ou autre? En fait, faites attention, en fait, c'est n'importe quoi. C'est un vrai bordel. C'est un vrai bordel. On vous impose de faire des actions et ça vous met en danger, mais en plus, ça met en danger les patients, les résidents. Il faut apprendre à dire non. On va essayer de vous jouer, de vous manipuler. Ouais, mais l'IDE, c'est pas mon problème. Je suis venue là pour faire mon métier. J'ai aussi des choses à respecter. J'ai pas signé pour ça. J'ai pas envie de mettre les patients, les résidents en danger. J'ai pas envie aussi de me mettre en danger. Je fais à la hauteur de ce que je peux faire. Oui, je peux faire des glissements de tâches, mais si ça met pas en danger le patient, le résident, et moi aussi. Je veux bien l'entraide, il n'y a pas de souci. Mais si je ne sais pas, si je suis pas habilitée, je ne fais pas. Voilà, c'est simple comme bonjour. La prison, non merci. Ben, bien sûr, c'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux de faire ça. Mais il faut apprendre à dire non. Hein. C'est pas votre problème, les situations mauvaise gestion. C'est pas votre problème. Aujourd'hui, s'il y a un problème aussi de gestion, c'est parce qu'il y a beaucoup de salariés qui abusent.
Parce que oui, c'est valorisant. On vous demande de faire des choses, waouh, moi je suis professionnelle, etc. Mais vous savez même pas pourquoi vous les faites. Le problème, c'est qu'on vous utilise, même au niveau de la monnaie, vous êtes de la main-d'œuvre, mais presque gratuite. Donc faites attention, sécurisez-vous. Moi, c'est pour vous que je dis ça. Il y en a, ils sont en colère. Non, moi, je m'en fous, en fait. Je m'en fous. Je vous dis les choses, vous en faites ce que vous voulez. Mais c'est surtout pour vous. Moi, je connais des collègues, aujourd'hui, ils peuvent plus exercer. Et ça, cette année, depuis 2 ans, il y a beaucoup de problèmes avec les transmissions des traitements. Voilà. Et beaucoup de problèmes. Encore une personne qui est diplômée, encore. Voilà. Une personne non diplômée, bon courage. Si vous avez une famille, des enfants ou quoi, bon courage. A dit qu'on est protégé. Vous n'êtes pas protégé. Ils peuvent faire des certificats, ce que vous voulez. Vous n'êtes pas protégé. Vous n'êtes pas diplômé. Vous ne connaissez pas les traitements que vous transmettez. Vous ne connaissez pas les effets secondaires. Vous n'êtes pas protégé. Même si vous faites signer n'importe quel document, vous n'êtes pas protégé. À aucun moment, une personne non diplômée, elle est protégée pour les transmissions des traitements. Vous ne connaissez pas la classification médicamenteuse, vous ne connaissez pas ce que vous transmettez. Bien souvent, on vous dégoupille les traitements, on vous met comme ça les traitements, vous ne savez même pas ce que vous transmettez. Vous ne donnez pas les gouttes, le tertian, c'est pas à vous de le faire. Je le dis direct. Vous connaissez les effets secondaires du tertian? Un surdosage, ce que ça donne? Faites attention à ça aussi. C'est pas à vous de le faire. Les stupéfiants, la morphine, les patchs, c'est pas à vous de le faire. Oui, mais les IDE, c'est pas votre problème. L'employeur, il doit mettre des soignants à disposition pour des prises en soins comme ça. C'est pas à vous de faire des actions qui n'est pas de votre ressort. C'est pas à vous. Vous mettez en danger. Tant que vous dites oui, allez-y. Allez-y. Chacun son truc. Mais moi, voilà, je dis les choses. Il faut se révolter. Révoltez-vous. Alors, totalement d'accord avec toi, mais oui, mais il y a eu trop de problèmes. Cette année, je crois que les 2 dernières années, c'était les années les plus folles. Entre les EHPAD qui fermaient, les collègues au tribunal, mais renseignez-vous, les traitements, ça a foutu un bordel depuis 2 ans. Et ça arrête pas. Et les familles, ils ont compris, hein. Les familles déposent plainte, hein. Ils savent très bien, les familles déposent plainte. Une erreur que vous faites, vous, on vous sauce, votre employeur, rien à foutre. Il n'a pas mené l'action. C'est vous qui avez mené l'acte. 50-50 avec l'IDE, mais le plus qui va en payer, c'est vous, hein. C'est pas l'IDE, hein. Bon courage. On se dédouane, hein. On se dédouane quand tout va bien, tout va bien. Quand tout va mal, tout va mal. Alors, on peut donner un traitement en cachet dans la nourriture. Alors, tout va dépendre. Ça, c'est pareil. Vous pouvez pas... Alors, ça, c'est pareil. Vous pouvez pas cacher au patient le traitement. Ça va dépendre quel type de problème. Voilà. Ça encore, ça va dépendre. Si tu le fais pas, tu fais des ennemis. Je m'en fous. Franchement, hein, faites-vous des ennemis, vous connaissez votre travail. Vous faites votre métier pourquoi, en fait? Sérieusement, après, je sais que c'est un groupe, on n'a pas envie d'être mal vu, on n'a pas envie d'une mauvaise vue. Mais en fait, la question est, pourquoi vous menez ces actions? Le regard des gens, on n'en a rien à... Enfin, moi, personnellement, rien à foutre. Moi, j'ai signé un contrat. Réfléchissez comme ça. Vous avez signé un contrat pour qui? Vos collègues? Vos collègues, s'ils prennent la responsabilité de faire des actions qui mettent en danger le patient, le résident et eux-mêmes, c'est leur problème. Si tout ce groupe-là le font et eux, ils sont d'accord, c'est leur problème. Si vous êtes la seule à dire non, vous dites non. Mais c'est qui a tort dans l'histoire? C'est pas vous. C'est vous. Vous avez le regard illuminé. Eux, ils ont le regard fantôme. Mais le jour où ça va leur tomber dessus, bon courage. C'est la formatrice m'a dit comme Héloïse, on ne doit pas toucher. Mais non, faites pas ces conneries. Mais il y a trop de problèmes, les collègues. Et le pire dans tout ça, c'est que souvent, les personnes qui disent « Ouais, moi je transmets les traitements, il m'est jamais rien arrivé, et puis ceci, et puis cela, je suis pas formée. » Le jour où il leur arrive quelque chose, je vous assure, ils pleurent. « Mais je savais pas, et si j'avais su, j'aurais jamais dû. » Mais on te l'a dit. On te l'a dit. T'attends toujours qu'il se passe quelque chose pour dire « Oui, mais si Non, on te l'a dit. Je vais pas te dire « chais ». Mais voilà, on te l'a dit. Donc c'est à toi aussi après de prendre tes responsabilités. J'aime pas dire ce mot.
J'aime pas dire ce mot. Mais dans la vie, il faut arrêter d'être mouton. Je suis désolée, hein. Mais il faut arrêter. C'est pas parce que ta collègue qui est bien vue, qui fait des choses extraordinaires, on dirait c'est un médecin 2.0, qu'elle fait des choses, que tout va bien, que tout le monde la respecte, alors tout le monde fait pareil, que c'est bon en fait, hein. Ayez votre propre personnalité, vos valeurs. Respectez vous-même. C'est aussi se respecter soi-même de dire non. Non, c'est pas quelque chose de dramatique, hein. Non, c'est se respecter. C'est pareil. Vous êtes malade, vous êtes fatigué, ou même vous avez la flemme. On vous appelle en plein week-end. Héloïse, est-ce que tu peux venir? Vous êtes là, vous justifiez, vous n'avez pas envie. La flemme, il fait froid. J'ai pas envie, j'ai envie de regarder une série Netflix. J'ai pas envie. Et on vous appelle, on sonne les collègues. J'ai pas envie. J'ai pas envie, tu me fous la paix. Déjà, décrochez pas si vous avez pas envie. Vous êtes déjà épuisé. C'est pas à vous de combler jusqu'à temps quoi? Que vous tombez à terre. Dites non. Ah, non, c'est se respecter. Moi, mes enfants, je leur apprends à dire non. Même s'ils ont envie de dire non à leur maman, ils disent non. Non, c'est se respecter soi-même. C'est se respecter. Apprenez ça. Dire oui, c'est pas forcément se respecter. Parce que tu le fais à contre-cœur. Tu le fais, tu sais qu'il y a un danger derrière, mais tu le fais pour être bien vu aux yeux des autres. T'as signé pourquoi? Pour être bien vu aux yeux d'équipe? Ou pour faire ton métier, pour prendre en soin? Parce que si tu crois qu'en menant cette action, tu prends correctement soin, tu rêves. Tu te mets dans la merde. Et le patient, le résident aussi. Donc là, t'as un problème. Il y a un problème. Mais je vous comprends, mais il faut dire non. Il faut dire non. Ouais, moi, je suis dure avec ça, je suis désolée, hein, mais je suis hyper dure avec ça, parce que la société, on profite de la faiblesse des gens, on vous aveugle avec toutes ces certifications. Oui, mais vous êtes protégé, vous avez une certification, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Les certifications 2.0, ça n'a aucune valeur juridique. Ça veut dire, si c'est pas venu dans ton nouveau référentiel, ton certificat, tu peux le ramener, c'est un mouchoir, on te le prend, on te le déchire, on te le fout à la poubelle, on te le piétine, on te fait une boule, on te le jette. On s'en fout. Et les certifications qui te font tes employeurs, ça n'a aucune valeur. Ils veulent juste fermer les yeux pour mener des actes qui sont pas tes actes à toi. Pour faire de telles actions, il faut une formation. Et encore, il y a des conditions. On fait attention. Eh oui, on manipule. Ah, si c'est pour mettre la saucée dans le porte-monnaie, hein, on vous l'a fait. Hein. Vous coûtez moins cher. Il faut toujours qu'il y ait un drame pour comprendre. Mais bien sûr, combien de fois on m'appelle en pleurant? Mais je vous dis sincère, moi je dis la vérité. Je suis franche, je suis cash et des fois c'est mal interprété. Mais je dis pas chier à la personne, mais je dis mais attends, collègue, c'est pas faute de te l'avoir dit. On t'explique les choses, t'es têtu, oui, mais si je fais pas les collègues après, je suis mal vue. Mais tu vas travailler chaque matin pour qui, pourquoi? Ah, moi je comprends pas. Vous faites quoi comme métier? Moi je vous pose la question, c'est quoi votre métier? Votre métier, c'est être bien vu aux yeux des collègues, faire le mouton, ou c'est quoi en fait votre métier? Vous avez signé pourquoi? Regardez, lisez votre métier, vous avez signé pourquoi? Parce qu'il y a un problème, hein. Il y a un problème. Eh, vous m'avez lancé là. Monologue au taquet, attention. Hein. Il fait, en fait, pas les médocs même pour les yeux. Ces deux zones. Alors, vous pouvez mettre du sérum. Voilà, mais voilà, on fait hyper attention. Une famille a porté plainte, une aide-soignante. Donc, attention les filles. Mais cette année, ça n'arrête pas. Hein. Je vous assure, cette année, mais moi, on n'arrête pas de m'appeler. Hein. Il y en a, ils sont dans des situations, mais très graves. Hein. Des aides-soignantes diplômées. Alors, non diplômées, bon courage. Vas-tu faire un cas clinique? Non, là, ça y est, il est 22h15. Ça y est, c'est fini. Non. Ça y est, c'est fini. Là, je décroche. Les stagiaires doivent juste prendre des notes de ce que l'aide-soignant vous apprend. Alors, les stagiaires, les élèves, oh, d'ailleurs, s'il y a des personnes diplômées qui sont tuteurs ou tutrices, faites l'effort. Faites l'effort. Vous avez une élève qui vient de temps en temps. Vous avez un prénom. Apprenez son prénom. Parce que franchement, qu'est-ce que c'est mal poli? Je vous assure, hein, la stagiaire, je vous le dis, vous m'avez lancé. C'est hyper mauvais. Je trouve ça mais dénigrant. La stagiaire.
Vous avez un prénom à apprendre. La stagiaire, comme vous dites, elle en a 50 000, 42 à apprendre tout le service. Voilà. Vous avez qu'un prénom à apprendre. Et s'il vous plaît, respectez les gens. C'est peut-être une élève, mais respectez. C'est une personne adulte aussi. Demain, vous voyez dans la rue, la plupart, ils ont des enfants, une vie de famille. La stagiaire, c'est hyper dénigrant. Je trouve ça mauvais. Vous faites aucun... Je suis désolée de juger comme ça, mais moi, je m'en fous, je juge ça. Ça m'énerve. La stagiaire, c'est hyper dénigrant. Surtout quand vous êtes dans des petites structures, vous avez qu'un seul prénom à apprendre. Un seul. Un seul. Non. Ah, l'élève, la stagiaire. Arrêtez ces conneries, hein. Arrêtez. Elle est là pendant 5 semaines. La stagiaire, ça peut gonfler, hein. Je peux plus supporter ça, je suis désolée. C'est la partie incroyable dans le dossier à remplir, s'il te plaît. C'est-à-dire, ou l'intérimaire. Oh ouais. Mais tu vois, moi, je trouve ça plus grave, la stagiaire. Mais vraiment. Ah ouais, non, franchement, voilà, j'ai un prénom. Voilà, si mon prénom, il est compliqué, on peut s'arranger. Mais appelle-moi, parce que tu vois, moi, je t'appelle par ton prénom. Appelle les gens par les prénoms, parce que c'est aussi une forme de respect. Moi, j'ai 42 prénoms à apprendre dans le service. Toi, t'en as un seul. Fais l'effort. Parce qu'après, tu vas me reprocher que je prends pas, voilà, que je suis pas concentrée, que tu vas me reprocher plein de choses. Mais toi, t'as qu'un seul truc à faire. Voilà, apprendre mon prénom et transmettre ton savoir. Donc, un minimum de respect. Ça, il devrait le mettre. Hein. Ça, on devrait le mettre dans un truc. C'est pas possible. En plus, des fois, il y a le prénom sur la tenue. Sérieusement. Des fois, il y a le prénom sur la tenue et on réussit à appeler la stagiaire. Oh. Oh non, c'est pas possible. On m'appelle par mon prénom, je m'attendais pas là où je suis. C'est super. On m'appelle, voilà, tranquille. Bon, si j'entends, je lui dirai respect, mais moi, voyons. Non, tu lui dis pas comme ça, parce que, attends, il y en a, ils ont un... C'est compliqué. Tu lui dis tout simplement, ou sinon, je m'appelle, tu sais, tu lui dis, mais sinon, je m'appelle, tu vois. En faisant fonction, aide-soignante, peut-elle prendre en charge une stagiaire? Bah non. C'est compliqué, ça, hein. C'est comment... Qu'est-ce qui se passe? Non, je pense qu'il n'y a personne, Bob. J'entends pas. Vous avez entendu quelque chose ou pas? Non, il n'y a personne, Bob, je pense. Viens côté maman. C'est bien, me semble bon chien, ça. Alors, comment voulez-vous noter une élève aide-soignant? Vous êtes à SHQ ou à SH menant des tâches aide-soignant, c'est bien, vous avez la pratique. Comment voulez-vous noter une élève aide-soignant? Sur quoi vous vous basez? Bob est jaloux. Alors, c'est un très bon gardien, Bob. Dès qu'il entend un bruit, moi, je suis sourde. Je suis sourde, là, aujourd'hui, des deux. Je suis sourde, mais le moindre bruit, en fait... Il va m'alerter, il vient me voir, il me regarde. Voilà, vous voyez, il est venu à côté de moi, il a entendu quelque chose et il vient me voir, il me montre la porte. Et c'est un très bon gardien, il surveille. Alors, vous allez, alors, quand vous êtes ASH menant des tâches aide-soignant, comment vous allez vous baser sur quoi pour noter l'élève? C'est assez compliqué, hein. C'est assez compliqué parce que l'élève est en cours. Elle apprend du savoir pratique et théorique en cours. Vous avez ce savoir pratique sur le terrain qui est tout aussi riche. Mais vous n'avez pas cet apport théorique. Sur quoi vous allez vous baser alors que vous n'avez pas fait les cours, vous ne savez pas réellement ce qui est en cours pour noter l'élève? La feuille d'évaluation des compétences de stage, si tu n'es pas diplômé, tu ne le comprends pas. Tu ne le comprends pas. Il y a des compétences, il y a le savoir pratique, mais dans le savoir pratique, il y a l'aspect théorique. Comment veux-tu la noter si toi-même, tu n'as pas fait les cours? Je suis désolée, il n'y a aucune efficacité. Et le pire dans tout ça, oui, tu connais ton métier. C'est très bien. C'est très, très bien. Qu'est-ce que tu me fais, Bob? Non. Viens ici, là. Sur quoi vas-tu te baser? Et ici, là.
Sur quoi vas-tu te baser? C'est pas possible. C'est pas une question de dénigrer hein, la personne qui n'est pas diplômée, mais tu ne peux pas noter une élève qui, elle, passe le cursus aide-soignant si toi-même t'es pas diplômé. Impossible. Aucune fiabilité. Et franchement, je dirais, je suis désolée de dire, c'est foutage de bouche limite. Vraiment, c'est pas pour dénigrer, hein, mais c'est foutage de bouche. Attendez, la plupart des élèves ont été ASH menant des tâches aides-soignants. La plupart des élèves. Là, ils vont en formation. Donc, la personne qui était comme elle avant d'être en formation va la noter. Il y a une logique là? Est-ce qu'il y a une logique? Il n'y a pas de logique. Pour ceux qui sont sur le terrain, qui n'ont pas passé la formation, il y a certaines, ils pensent qu'ils ont la science infuse, qu'ils connaissent tous. Mais quand ils vont passer le cap d'aller en formation, ils se rendent compte que ce qu'ils mènent sur le terrain, rien à voir. Mais pourtant, avant la formation, ils avaient la science infuse. Mais en arrivant en formation, ils se rendent compte que des actions, c'était rien à voir. Compliqué, hein? Voyez, mais après, ça ne veut pas dire qu'une ASH menant des tâches aides-soignants n'a pas un savoir. Attention à ça, il ne faut pas tout mélanger. Une ASH qui a de l'expérience pratique sur le terrain est très efficace dans la transmission de son savoir pratique. Attention à ça. Et de son analyse durant toutes ces années d'expérience. Donc, on néglige pas le savoir d'une personne non diplômée. Parce que même si tu es en école, tu peux apprendre d'une ASH, d'une lingère, d'une cuisinière, de tout le monde. Attention, il y a des personnes non diplômées qui font un travail extraordinaire et qui ont des méthodes de prise en soin incroyables. Et je dirais pour certains d'entre eux, ils ont une pratique sur le terrain qui est haut level. Et il y a des personnes diplômées, ils ont besoin de se reperfectionner. C'est normal. Chaque personne est différente. Je tiens aussi à rappeler, et j'ai tout mon respect encore une fois parce que cette personne me regarde souvent. C'est une ASH qui m'a sauvé la vie. Et pourtant, lorsque j'ai fait mon arrêt, il y avait des aides-soignants, des cadres de santé et une IDE. Voilà. Apparemment, il n'y avait que l'ASH qui m'a fait mon massage cardiaque. C'est la première personne qui est venue vers moi à essayer de me sauver la vie. Donc, vous voyez, ne négligez pas le travail colossal qu'une personne non diplômée peut faire et ne sous-estimez pas le savoir pratique et théorique qu'une personne peut avoir même sans avoir de diplôme. Parce que moi, je suis la preuve réelle, c'est une personne non diplômée qui m'a fait mon massage cardiaque. Et aujourd'hui, si je suis face à vous aujourd'hui et que je suis près de mes enfants aujourd'hui, c'est grâce à cette personne que je suis là. Et les autres, non. Et c'est d'ailleurs cette personne que je m'entendais pas avec elle, qui aujourd'hui fait partie de mes meilleurs amis que je puisse connaître. Parce que franchement, j'ai une reconnaissance. Ne négligez pas le savoir des uns et des autres, même les non-diplômés. Ouais, demain c'est l'école. Moi aussi je travaille. Bon, à la maison parce que je suis toujours en arrêt. Je suis sourde, donc voilà. Je suis sourde, c'est bouché les deux. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. Dormez bien, reposez. Ne dormez pas trop tard. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Quand je sais pas, je ne peux pas vous donner des rendez-vous parce que vous savez, moi, ma vie à moi, elle est prioritaire à tout le reste. Bisous à tous.